Je suis arrivée avec 5 minutes d'avance, tenant une tarte à 2 mains pour ne pas la faire pencher. Comme toujours, j'avais enroulé les bords avec du papier d'aluminium pour éviter que la croûte ne ramollisse. Théo adorait la façon dont je la faisais, juste ce qu'il fallait de sucre et de sel. C'était sa préférée depuis ses 10 ans. Je suis entrée sans frapper. C'était aussi ma maison. Le parfum du rôti, du vin et du parfum m'a frappé en premier, suivi par une pièce pleine de rire dont je n'étais pas partie prenante. Ses beaux-parents remplissaient l'espace comme s'ils en étaient les propriétaires. Son épouse, Camille, était près du buffet, discutant avec son père. Madame Alice, sa mère, était déjà assise, souriant devant un verre de vin rouge. J'ai regardé autour de moi. Personne ne m'a vu, sauf une chaise encore vide au bout de la table. J'ai fait un pas lent vers elle, équilibrant la tarte avec précaution, m'imaginant s'il se souviendrait de mettre les assiettes à dessert. Théo s'est déplacé rapidement, trop vite pour que ce soit naturel. Il a bloqué mon chemin avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est pour Alice ?» a-t-il dit calmement. « Tu peux t'asseoir dans la cuisine. » J'ai cligné des yeux. Quoi? Il n'a pas eu besoin de se répéter. Je n'ai pas bougé. Alors il l'a fait. Une légère poussée, pas forte, pas violente, mais délibérée. J'ai trébuché en arrière et j'ai heurté le coin de la cage à perroquet. Ma main a frappé la boîte de la tarte, mais je l'ai empêché de tomber. Mon genou a cogné contre le mur pendant que je me stabilisais. Personne n'a tressailli. Personne ne m'a aidé. Camille a dit quelque chose sur le rôti qui séchait. Madame Alice a bu une gorgée de vin. Quelqu'un a ri d'une histoire qu'on racontait de l'autre côté de la pièce. J'ai redressé mes 2 mains, tenant toujours la tarte. Il ne m'a même pas regardé. Je me suis retournée et je suis sortie. Au bout du couloir, par la porte menant à la véranda, je suis passée par l'allée du garage que j'avais aidé à payer. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste marché. Le papier d'aluminium de la tarte était encore chaud contre mes doigts quand je suis arrivée à ma voiture. Je me suis assise sur la véranda avec la tarte à côté de moi, intacte. Le papier d'aluminium a commencé à perdre sa chaleur, tout comme la douleur dans mon genou s'est transformée en une pulsation sourde et constante. J'ai pressé ma main dessus, non pas pour soulager la douleur, mais pour sentir quelque chose, n'importe quoi, pour prouver que j'étais encore là. De l'autre côté de la cour, la lumière de la véranda a clignoté. Cette vieille ampoule avait besoin d'être changée depuis des semaines. J'en avais parlé à Théo la dernière fois qu'il était passé. Il avait hoché la tête, déjà distrait, à mi-chemin vers la voiture. Ce n'était pas toujours comme ça. Quand Théo avait 5 ans, je travaillais de nuit dans une clinique d'oncologie et je faisais le ménage tous les jours dans une école pour qu'il puisse aller dans un meilleur quartier scolaire. J'avais l'habitude de faire la sieste dans ma voiture entre 2 quarts de travail, ne rêvant de rien d'autre que du jour de paie. Je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois, parce qu'il en valait la peine. Quand il a eu 15 ans et qu'il a voulu s'inscrire au programme de préparation anticipée pour l'université, je n'avais pas l'argent. Alors j'ai vendu la seule chose qui me restait de mon mari, ma bague de fiançailles. Il ne l'a jamais su. Il a juste souri quand la lettre d'acceptation est arrivée par la poste et a dit « Je savais que j'allais y arriver, maman ». Lors de sa remise de diplôme au lycée, il m'a serré fort, sa casquette toujours de travers, les yeux remplis de fierté. « Tu vivras toujours avec moi, maman. C'est grâce à toi que j'ai réussi. » Il n'a pas demandé une promesse. Il l'a donnée librement. Maintenant, 20 ans plus tard, ce même garçon m'a dit sans ciller que je n'étais pas la bienvenue à sa table. Et peut-être que la poussée n'était pas ce qui faisait le plus mal. C'était le silence. La facilité avec laquelle il m'avait effacée. Je me suis appuyée contre le poteau de la véranda et j'ai regardé le ciel. Pas d'étoiles ce soir-là, juste le bourdonnement lointain de la circulation et cette ampoule qui clignotait. La tarte était là, à côté de moi. Un triste rappel que même la tradition peut être indésirable. Je l'ai de nouveau emballée et l'ai mise dans le réfrigérateur, éteignant la lumière. Mais avant d'aller me coucher, j'ai ouvert le placard du couloir et j'ai remarqué que le dossier avait disparu. Je garde mes documents importants dans un coffre-fort ignifugé dans le placard du couloir. Les certificats de naissance, les documents de quittance de mon mari, l'acte de propriété de la maison. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois, mais quelque chose m'a tiré là cette nuit-là. Comme si mes os savaient déjà ce que mon esprit n'avait pas encore compris. Le coffre n'était pas verrouillé. À l'intérieur de l'enveloppe étiquetée « Maison », le titre de propriété avait disparu, tout comme les lettres notariées que mon mari et moi avions signées lorsque nous avions refinancé en 2001. Je suis restée là un long moment, essayant de me raisonner. Peut-être que je les avais déplacés, peut-être que je les avais donnés à mon avocat pendant la saison des impôts, mais ce n'était pas juste. Puis je me suis souvenue. Il y a 3 semaines, Théo est arrivé à l'improviste, tenant un dossier en papier craft et un gobelet de Starbucks. Il a dit quelque chose à propos des impôts, à propos d'avoir besoin de ma signature pour un dépôt de routine afin que nous ne soyons pas signalés. Je nettoyais le bas des plaintes, les mains douloureuses, les crampes. Je n'ai pas beaucoup lu, juste ou signé. Il a embrassé ma joue
et est partie avant que l'encre ne soit sèche. Je n'aurais jamais pensé que je devrais questionner les intentions de mon propre fils. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau d'enregistrement du comté. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je n'ai pas emmené Théo. J'y suis juste allée. L'employée derrière le comptoir a été polie, efficace. Elle a imprimé les registres mis à jour sans un mot. Cela a pris moins de 2 minutes. Quand elle m'a tendu la copie, j'ai scanné les lignes 2 fois, puis encore. Le nom de Théo Castro était maintenant inscrit comme copropriétaire, tout comme celui d'Alice Martins. Le mien était toujours là, mais il n'était plus le principal, plus le premier. Il y avait aussi une nouvelle clause que je n'avais pas vue auparavant. Toute modification de la propriété exigeait désormais la signature de toutes les parties. Ma gorge s'est serrée, mes mains n'ont pas tremblé. J'ai juste plié les papiers avec soin. J'ai remercié la femme derrière la vitre et j'ai marché jusqu'au parking en silence. Le soleil était chaud sur le capot de ma voiture. J'ai posé ma main là pendant 1 seconde pour m'ancrer. Puis j'ai déverrouillé la porte, me suis glissée dans le siège du conducteur et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Le docteur Thomas Grégo disait toujours que ce n'est pas de la paranoïa si on a raison. Il s'était occupé du testament de mon mari quand nous nous en sortions à peine et il était revenu à la charge quand la maison avait finalement été payée. Nous n'avions pas beaucoup parlé, mais j'avais gardé son numéro caché derrière une vieille photo de mon mari dans mon portefeuille, juste au cas où. J'ai appelé ce numéro depuis la voiture. Il a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était plus lente maintenant, plus basse que dans mes souvenirs, mais ferme comme toujours. Je lui ai dit que j'avais besoin de son aide. Je n'ai pas tout expliqué par téléphone, juste assez pour qu'il fasse une pause. Il m'a dit de venir le lundi à 10 heures. Silence. Mon mari n'a rien payé, a-t-il dit. Et moi non plus. J'ai raccroché et je n'ai pas pleuré. De retour à la maison, j'ai ouvert le coffre en cèdre dans ma chambre. Sous les couettes, les lettres et une vieille carte de Pâques faite par Théo, délavée mais qui disait encore « Je t'aime, maman », au crayon de cire, se trouvait une enveloppe en papier craft scellée. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété original. Pas une copie, pas une version numérisée. L'original, notarié et authentifié en 1998 avec une clause manuscrite. Mon mari avait insisté pour qu'aucun transfert de propriété ne soit autorisé sans le consentement écrit et témoigné du titulaire principal, Cecilia Castello. Personne ne s'était jamais donné la peine de vérifier si j'en gardais une copie de secours. Et Théo, malgré toute son audace, n'avait jamais demandé. Mais j'avais plus que du papier. Il y a 2 ans, j'avais enregistré Théo sur mon téléphone. Nous étions sur la véranda en train de boire du café. Il se vantait d'un accord de prêt, et j'avais dit en plaisantant à moitié « Ne va pas vendre cette maison sous mes pieds un jour ». Et il a ri. Puis il a dit « Maman, arrête d'être bête. Cette maison est à toi. Elle sera toujours à ton nom ». J'ai rejoué l'enregistrement cette nuit-là. Le son de sa voix m'a retourné l'estomac, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais parce que je ne croyais plus un mot de tout cela. Le lundi, j'entrerai dans le bureau du docteur. Thomas avec plus qu'une simple preuve. J'entrerai prête. Elle n'a pas appelé avant, elle a juste sonné comme si la maison était la sienne. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Alice sur ma véranda, portant de grandes lunettes de soleil et tenant un dossier en plastique dans une main comme si c'était un sac à main. Elle n'a pas attendu d'être invitée à entrer. Elle est juste passée devant moi, commentant les plantes comme si nous étions de vieilles amies. « Théo a dit que vous voudriez commencer tôt », a-t-elle dit en posant le dossier sur la table de l'entrée. « Vous savez, avant le déménagement ?» Je suis restée immobile. « Déménagement ?» Elle a souri comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'un rappel. « Nous prévoyons pour la fin juillet. Ce sera plus facile pour les enfants avant que l'école ne reprenne. Théo a mentionné que vous déménageriez dans la chambre d'amis pour que nous puissions transformer la chambre principale en une chambre de bébé. Éventuellement. Je n'ai rien dit. Elle a erré vers le bureau, regardant autour d'elle comme si elle mesurait déjà les rideaux. Nous aurons besoin de cet espace, bien sûr. J'espère que ça ne vous dérange pas de le céder. C'est trop sombre pour être une chambre, mais Théo dit que nous pouvons abattre le mur latéral pour l'ouvrir. Elle a passé ses doigts sur la bibliothèque. Ces vieilles photos sont si mignonnes, mais nous les emballerons probablement pour garder les choses minimalistes. Des lignes épurées. Vous savez, la fausse douceur dans sa voix m'a égratigné chaque nerf de mon corps. Elle n'était pas cruelle, juste efficace, polie, comme quelqu'un qui parle de la logistique d'une chambre d'hôtel qui a besoin d'être repeinte. Pas la maison où j'ai vécu, où j'ai souffert, où j'ai élevé un fils et où j'ai enterré un mari. Je vais vous laisser digérer ça, a-t-elle dit en partant. Nous enverrons un peintre la semaine prochaine. Des tons neutres, ne vous inquiétez pas. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je n'ai pas juré, je n'ai pas crié. Je suis allée au bureau. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti les dossiers étiquetés « Affaires légales »,« Dépenses scolaires de Théo »,« Pension ». Cette nuit-là,
J'ai mis en boîte chaque photo, chaque lettre, chaque certificat, chaque trace de moi qui avait vécu silencieusement dans ces murs, et je les ai placées dans le couloir, prêtes non pas pour le stockage, mais pour la défense. Le bureau du docteur Thomas n'avait pas changé. Les mêmes étagères, les mêmes chaises en cuir qui grinçaient quand on s'asseyait trop loin. Il m'a accueilli d'un signe de tête et d'un dossier déjà ouvert sur son bureau. Pas de bavardage, juste du travail. C'est pourquoi je lui faisais confiance. J'ai posé l'enveloppe et j'ai glissé l'enregistrement sur une clé USB. Il a écouté avec un casque tout en feuilletant l'acte de propriété. Après quelques minutes, il a levé les yeux. « Nous avons plus qu'assez », a-t-il dit. Ils ne le verront pas venir. Le processus ne sera pas bruyant. Pas de tribunaux, pas de confrontation, juste des signatures silencieuses, un langage juridique et un nouveau titre rédigé par quelqu'un qui se souvenait encore de mon nom de jeune fille. Nous avons annulé l'acte de propriété révisé, celui que Théo avait déposé à mon insu, et avons rétabli l'original avec la propriété totale à mon nom. Nous avons ajouté une nouvelle clause, à laquelle j'avais pensé pendant des années, mais que je n'avais jamais mise en œuvre. Après ma mort, la propriété serait entièrement transférée au fonds de bourse d'études pour mères célibataires d'Eastbrook. Pas de querelle de famille, pas de dispute sur qui hérite des murs que j'ai peints, du jardin que j'ai entretenu, ou du toit que j'ai payé avec des chèques mensuels, pendant que mon dos me faisait mal à cause des doubles quarts de travail. Le docteur Thomas a déposé les documents avant le déjeuner. En début d'après-midi, le bureau du comté a confirmé la réception. Ensuite, j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à la mairie et j'ai déposé une demande formelle de changement de propriétaire. Plus de propriété partagée, plus de locataires. La femme derrière le comptoir a semblé confuse quand j'ai précisé « Je vis seule » et je prévoyais de continuer ainsi. J'ai remercié et je suis sortie sous la lumière chaude. Le soleil a eu un effet différent sur ma peau, moins comme un fardeau, plus comme un bouclier. Il ne me prenait plus au dépourvu. Le bruit de la porte claquant contre le cadre m'a fait lever les yeux de ma chaise dans le bureau. Théo était là, les poings serrés et rouges, comme ceux d'un petit garçon qui n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il explosé. « La banque a gelé le refinancement. Ils ont dit que le titre a été annulé. Les parents d'Alice allaient investir. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas élevé la voix. C'est ma maison, ai-je dit calmement. Tu l'as donnée très facilement. Il a serré sa mâchoire. Tu m'as poignardé dans le dos. Je l'ai regardé un long moment. Non, c'est toi qui m'as poignardé dans le dos. Il a ricané, marchant dans la pièce comme s'il en était le propriétaire. Alice est apparue quelques secondes plus tard, chaussée de ses talons aiguilles, tenant son téléphone comme une arme. « Ce n'est pas légal », a-t-elle dit. « Vous ne pouvez pas effacer les gens de la propriété comme ça. Nous allons vous poursuivre en justice. » J'ai tendu la main vers la chaise et j'ai soulevé un simple dossier. Rien de dramatique, juste du papier. Je l'ai tendu à Théo. Voici l'acte de propriété original, l'enregistrement audio et les documents signés que tu m'as donnés ce jour-là sur la véranda, ceux que tu disais être pour les impôts. Il ne l'a pas ouvert. Alice le lui a arraché, a feuilleté quelques pages, puis s'est figée. Elle a reconnu le sceau du notaire, la signature, son écriture. Théo a pris une profonde inspiration comme s'il voulait dire quelque chose de noble ou de final, mais tout ce qui est sorti fut « Tu n'avais pas besoin de faire ça ». Je me suis finalement levée, j'ai croisé son regard et j'ai dit « Et tu n'avais pas besoin de mentir ». Je les ai accompagnés jusqu'à la porte sans un mot de plus. Alice parlait encore. Menaces, questions, bruit. Mais j'ai arrêté d'écouter. J'ai ouvert la porte. Ils sont passés. Et puis je l'ai refermée silencieusement, fermement, et je l'ai verrouillée une seule fois. Ils ne sont pas revenus, pas physiquement, mais les conséquences, si. En une semaine, j'ai entendu les murmures au supermarché. Les gens parlent quand quelque chose a mal tourné. Et Théo avait construit sa vie de manière trop publique pour cacher le délitement. Son entreprise, celle dont les parents d'Alice s'étaient retirés, a fait complètement faillite. La rumeur disait que le refinancement était un élément clé de l'effet de levier. Sans la maison, il n'y avait pas de garantie. Sans garantie, il n'y avait pas de confiance des investisseurs. Et sans cela, la famille d'Alice ne voulait rien avoir à faire avec ça. On dit qu'Alice a déménagé chez ses parents pour un temps. Théo est resté derrière, faisant des appels qui ne menaient à rien. Je n'ai pas demandé, je ne l'ai pas cherché. Je me suis contentée de mon café chaud et de ma véranda silencieuse. Puis, un matin, j'ai trouvé une enveloppe épaisse dans le courrier sans adresse de retour. J'ai reconnu l'écriture de ma petite fille. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à faire du bénévolat 2 fois par semaine au centre d'aide. La plupart du temps, j'écoutais. Parfois, je les aidais à remplir des demandes ou à organiser des documents qu'ils ne comprenaient pas. Et quand ils me demandaient comment j'avais réussi à garder ma maison, je souriais simplement
et je disais, je n'ai pas laissé quelqu'un d'autre écrire la fin. La maison semblait différente maintenant, pas seulement à nouveau la mienne, mais d'une nouvelle manière. Je marchais lentement à travers elle chaque nuit, n'attendant plus de coups ou d'intrusion, juste la paix. Un après-midi, alors que je triais le courrier, j'ai vu une autre enveloppe, petite, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié avec l'écriture de ma petite fille. Marisa est venue un jeudi matin. J'ai préparé du café fort comme nous le faisions quand nos enfants portèrent des couches et que dormir était un luxe. Nous nous sommes assises sur la véranda, le jardin fleuri autour de nous. J'avais recommencé à planter, de petites choses, du basilic, de la menthe, quelque chose de rouge que je ne pouvais pas prononcer. Il prospérait au soleil sans demander grand-chose. Marisa a remué sa tasse et m'a regardé pendant un moment avant de dire « Vas-tu le laisser revenir ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. La brise est passée à travers les carillons que mon mari avait suspendus il y a des années, et pendant une seconde, j'ai pu entendre le silence entre eux plus fort que sa question. J'ai finalement dit « Pas tant qu'il ne me verra pas comme quelqu'un digne d'être invité à la table. » Elle a acquiescé. Elle n'a pas insisté. C'est pourquoi nous sommes restés amis toutes ces années. Elle savait que certaines blessures n'avaient pas besoin de pansement, juste d'air. Après son départ, j'ai lavé les tasses, essuyé le comptoir et balayé la véranda. Je n'attendais pas de courrier, mais j'ai vérifié quand même. Il était là, une petite enveloppe blanche tachée sur les coins. Pas de timbre. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit en lettres soigneusement inclinées que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier de cahier plié, avec l'écriture de ma petite fille. « Je suis désolée, je n'ai rien dit. Je t'aime, grand-mère. » C'était tout. Aucune explication, aucune excuse pour ce qu'elle n'avait pas fait. Juste ces mots. Et d'une certaine manière, il contenait plus que ce que je pouvais nommer. J'ai mis le billet sur le réfrigérateur avec le même aimant qui tenait autrefois ses dessins. Puis je me suis tenue au milieu de ma cuisine, la lumière captant les parquets, le bourdonnement du lave-vaisselle en arrière-plan. Je ne me sentais pas vide, je me sentais comme si j'étais enfin debout dans un espace qui ne me demandait pas de me faire petite. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma porte à 3 femmes et 5 enfants du programme d'hébergement, riant, les bras pleins de sacs de courses, prêt à cuisiner. Le minuteur du four a sonné juste au moment où je mettais les plats. L'odeur de la tarte au pont a rempli la cuisine, chaude, beurrée, riche. La même recette, le même moule. Mais cette fois, je ne la cuisinais pas pour ceux qui l'attendaient. J'ai mis la table avec des assiettes dépareillées et des serviettes en tissu que j'avais cousues il y a des années. Rien de fantaisie. Juste du vrai. Juste moi. À midi, la porte d'entrée s'est ouverte avec un doux coup, suivi de rire. 3 femmes du programme d'hébergement sont entrées, chacune portant quelque chose. Une salade, un gratin, un enfant à moitié endormi sur son épaule. Les enfants se sont précipités à l'intérieur, les yeux écarquillés, demandant déjà le dessert. Nous avons rempli la table que Théo avait un jour tenté d'offrir, comme si elle lui appartenait. Personne ne parlait sur les autres. Personne ne se battait pour la meilleure place. Tout le monde a simplement fait de la place. La nourriture a disparu rapidement. On s'est resservi. Une tasse renversée a été nettoyée sans histoire. Une petite fille a fait un dessin pour moi avec un cœur tordu et a écrit « Merci » en gros crayon de cire violet. Lorsque la tarte a finalement été coupée en tranches, j'ai attendu que toutes les assiettes aient au moins une bouchée avant de prendre la mienne. Quelqu'un m'a passé la dernière tranche avec un sourire, et j'ai souri en retour. « Cette place est la mienne », ai-je dit, principalement pour moi-même. Non pas parce que je l'ai revendiquée, parce que je l'ai construite, parce que je suis restée, parce que je savais maintenant que la table n'était pas aussi importante que les gens avec qui je la partageais. Quand je pensais que j'avais tout perdu, j'ai découvert que la vraie possession n'était pas sur le papier, mais dans le fait de savoir à qui j'appartenais vraiment. Au final, le vide qu'il a laissé est devenu l'espace que j'ai choisi de remplir. Ma table vide est finalement devenue l'endroit où je pouvais m'asseoir. Que feriez-vous à ma place? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime. Ça m'aide beaucoup. Partagez aussi avec d'autres personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous, d'accord? Je vous attends pour la prochaine histoire.